présenter brièvement. Donc, moi, je m'appelle Jérémy Gaveau. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Et plus précisément, je suis rattaché à un laboratoire de l'INSERM, donc l'Agence nationale de la santé, de la recherche médicale, qui travaille sur la motricité et la cognition. Donc, le titre, le nom du laboratoire, c'est CAPS, Cognition, Action et Plasticité sensorimotrice. Donc, c'est un laboratoire qui est spécialisé dans l'étude de la sensorimotricité. J'enchaîne peut-être un peu plus rapidement, vous me dites, Corinne, si c'est trop long, avec une deuxième étude. Je vais aller un peu plus vite parce que c'est une étude à laquelle je n'ai pas participé. Je pourrais répondre à vos questions néanmoins, mais comme je n'y ai pas participé, je la connais un peu moins bien, hein, même si j'ai fait l'effort, bien sûr, de relire l'article récemment. Cette étude, elle a testé les capacités de représentation de l'action chez les enfants dyslexiques. Donc, c'est une étude qui a été réalisée au laboratoire CAPS, toujours. Je vous remets ma petite diapo que j'avais mis au début tout à l'heure sur les différentes théories qui tentent d'expliquer la dyslexie. Il y a une de ces théories, le déficit d'automatisation, qui, je vous ai expliqué tout à l'heure à quoi elle correspondait très brièvement, hein, qui propose que pour réaliser une quantité de tâches, en tout cas de tâches pour notre système nerveux, eh bien, chez les enfants dyslexiques, le système nerveux ne va pas pouvoir passer par des processus qui sont bien automatisés, et donc ça va coûter beaucoup plus d'énergie au système nerveux, beaucoup plus d'efforts, puisque ces processus ne seront pas ou mal automatisés. Cette théorie, ce qu'elle a proposé, c'est qu'un substrat, c'est-à-dire une zone du cerveau qui causerait ce déficit, ce serait le cervelet. Et donc, des collègues du laboratoire se sont intéressés à la prédiction sensorimotrice chez les enfants dyslexiques. Pourquoi la prédiction sensorimotrice? Alors, le cervelet, c'est une partie du cerveau qui se trouve ici, qui est dite sous-corticale, le cortex, c'est cette grande partie qui est là au-dessus. Alors, à l'intérieur, il y a des structures sous-corticales, le cervelet en fait partie ici, collé au tronc cérébral. Et ce cervelet, il a été montré dans la littérature sur la motricité. Il existe beaucoup de littérature sur la motricité. Il a été clairement montré que ce cervelet, il est impliqué dans la capacité à prédire ce qui va se passer pour le système moteur. Alors, je vais essayer de vous donner une intuition un peu plus claire de qu'est-ce que c'est que cette prédiction et à quoi ça sert. Ici, je vous ai mis un schéma, une image, avec une publication scientifique, dans laquelle on a un individu hein, qui s'apprête à recevoir une balle, et cette balle, elle avance selon ces vecteurs que vous avez ici. Et donc, pour recevoir cette balle, eh l'individu va devoir placer sa main au bon endroit pour l'intercepter au bon endroit, au bon moment. Alors, pour cela, il va y avoir une cascade de réactions qui vont permettre à l'individu à la fois de percevoir la balle. Il va y avoir, par exemple, des échanges au niveau de la rétine, avec des photons qui vont venir activer la rétine. Dans la rétine, il y a des cellules qui vont coder la position de la balle, qui vont décharger, envoyer des informations électriques à des neurones dans le cerveau. Et donc, il va y avoir un passage de l'information de neurone en neurone, d'air en air du cerveau. Alors, avec des aires, on a des aires visuelles plutôt à l'arrière du cerveau, et puis d'autres aires vont être nécessaires pour ensuite pouvoir transformer ces informations visuelles en une information motrice, c'est-à-dire des activités électriques qui vont permettre de déplacer, par exemple, ici le bras et l'avant-bras et la main. Et donc, il va y avoir une cascade d'influx électriques qui vont aller du sensoriel vers le moteur, qui vont passer par la moelle épinière et qui vont, à la fin, contracter les muscles pour produire le mouvement. Eh bien, vraiment, au minimum du minimum, cette cascade, elle va prendre au moins 100 millisecondes. Et 100 millisecondes, ça peut vous paraître pas beaucoup, mais c'est en fait assez énorme. Si, par exemple, vous jouez au handball et qu'on vous envoie une balle comme ça, une passe un peu tendue face à vous, 100 millisecondes, ça va faire toute la différence entre le fait de réceptionner la balle dans la main ou bien de la réceptionner dans le nez. Et dans la vie de tous les jours, en fait, on arrive à la réceptionner dans la main presque à chaque fois sans trop de soucis. Eh bien, le cervelet, il a été bien montré dans la littérature comme une structure très importante pour pouvoir anticiper ce qui va se passer et donc surmonter ce problème qu'on appelle un problème de délai sensorimoteur. Il y a un délai, il y a un temps nécessaire au traitement de l'information. Et ce temps nécessaire, il est problématique. Et donc, notre système nerveux a développé des solutions pour pouvoir prédire à l'avance ce qui va se passer et donc se débarrasser de ce problème de délai.
Donc, pour étudier le rôle du cervelet, eh bien, il y a diverses tâches qui sont réalisables. Et une des tâches, c'est l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est utilisé aujourd'hui dans divers domaines, dans le domaine de la rééducation, dans le domaine de l'entraînement. Par exemple, les sportifs vont faire de l'imagerie. Alors, je dis mentale, c'est motrice. L'imagerie mentale, c'est un peu plus large, c'est le fait de s'imaginer euh, quoi que ce soit, d'avoir une image mentale de quoi que ce soit. Par exemple, j'étais en vacances, une image de la plage là où j'étais, c'est une imagerie mentale, globale. L'imagerie motrice, c'est la même chose, mais c'est s'imaginer réaliser un mouvement. Et donc, quand on fait de l'imagerie motrice, eh bien, il a été bien démontré, notamment dans le laboratoire où je suis, mais aussi dans d'autres, que, eh bien, on a des activations du système nerveux qui sont assez similaires à celles que l'on aurait pour faire les mouvements que l'on imagine, et qui vont avoir un effet d'entraînement, ces activations. Donc, la capacité à se représenter mentalement soit des objets, soit des mouvements, c'est une vraie capacité qui est bien connue et bien étudiée. Et elle rend compte du fonctionnement, entre autres, hein, mais pas uniquement du cervelet. Ça met en jeu aussi beaucoup d'autres aires comme ça. Donc, cette deuxième étude, qui a été également publiée en 2021 par des auteurs communs pour certains à la publication précédente, par exemple Sarah Pagliantis, Patrick Katia, et puis d'autres. Cette étude, elle s'est intéressée aux capacités de représentation mentale du mouvement chez les enfants dyslexiques. Ces enfants, ils avaient 14 ans en moyenne. Dans les deux groupes, vous avez ici le groupe d'enfants dyslexiques et le groupe d'enfants en contrôle. Ils avaient des capacités visuospatiales, de praxis visuospatiales qui étaient similaires entre les deux groupes. Donc ça, c'est indiqué par des valeurs ici. On pourrait faire d'autres tests pour le montrer, mais des valeurs statistiques qui montrent qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Et bien entendu, sur les tests de lecture, différents tests qui ont été utilisés là, eh bien, les enfants contrôle étaient toujours meilleurs que les enfants dyslexiques. Donc, c'est montré par des p-values, des valeurs statistiques qui sont faibles. La tâche à réaliser, c'est une tâche motrice. C'est-à-dire qu'il a été demandé, alors ce n'est pas une tâche qui va utiliser des systèmes aussi complexes que dans la première étude, donc ça peut être fait avec des systèmes complexes, mais on peut le faire avec des systèmes assez simples. Par exemple, ici, on va demander à un individu de faire des mouvements de pointage depuis une cible de départ, qui est présente ici, jusque vers divers cibles d'arrivée selon la séquence qui est définie ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, un individu doit démarrer ici, un enfant démarre sur cette cible, et puis, au moment où il a un signal qui lui indique qu'il doit démarrer, on va le plus rapidement et le plus précisément possible, ça c'est l'instruction, la tâche, aller pointer d'abord cette première cible, revenir sur la cible de départ, puis la deuxième, revenir sur la cible de départ, puis la troisième, revenir sur la cible de départ. Et comme ça, il va falloir le faire à la fois le plus vite possible, puisque la valeur qui va être enregistrée, c'est le temps nécessaire pour le réaliser, et puis le plus précisément possible, parce que si les mouvements ne viennent pas pointer dans les cibles, eh bien, la séquence ne sera pas validée. Et donc ça a été réalisé avec des cibles de différentes tailles, mais avec des espacements entre la cible de départ et les cibles distales, qui étaient, cet espacement était toujours le même, était de 19 cm. Par contre, ce qui changeait, c'était la taille des cibles. Ça pouvait être des carrés de 1,5 cm de diamètre, 1 cm, 1 cm et demi, 2 ou 2 cm. Et donc, plus la cible est grosse, plus c'est facile. Vous pouvez l'essayer chez vous, mais c'est une évidence. Plus la cible à atteindre est grosse, plus je peux facilement aller vite, sans risque d'atterrir à l'extérieur de la cible. Et donc ça correspond à une difficulté par exemple, qui est notée ici ID, indice de difficulté, qui est codé en bits. Donc, plus la valeur est importante, eh bien, plus le mouvement est difficile, puisque soit ça peut être l'amplitude qui est changée, ce n'est pas le cas dans cette expérience, ici l'amplitude elle est gardée stable, soit la taille des cibles est changée, on peut changer les deux. Si on augmente l'amplitude des mouvements, c'est aussi plus difficile. Et donc, les enfants réalisaient ces séquences et leur temps nécessaire à la réalisation de la séquence était chronométré entre le moment du départ et puis le moment d'arrivée. Donc, au moment où la main quittait cette cible pour la première fois, puis le moment où elle revenait dans la cible de départ pour la dernière fois, donc le sixième. Alors, ce qui a été observé, d'abord, c'est les résultats ici que je vous présente sur le MIQR. Donc, c'est un questionnaire d'imagerie qui a été validé depuis très longtemps, depuis assez longtemps, très utilisé dans le monde entier. Ce questionnaire d'imagerie,
C'est un questionnaire qui est donc posé à la personne qui va faire de l'imagerie motrice pour qu'elle puisse donner ses sensations, sa confiance quant à sa capacité à s'imaginer le mouvement. C'est-à-dire, ça comporte une série de questions qui permettent de grader, de quantifier à quel point la personne arrive à s'imaginer le mouvement. Donc, c'est la personne qui répond à ces questions qui dit, oui, bah, cette chose qui est demandée là, oui, j'y arrive bien à l'imaginer, ou non, c'est un peu difficile. Ce que vous voyez ici, c'est que le score est plus élevé chez les enfants contrôle que chez les enfants dyslexiques. Et il y a deux capacités d'imagerie, une capacité plutôt visuelle, où on doit se voir faire un mouvement, une capacité qui est kinesthésique, où on doit se ressentir faire un mouvement. Et donc, ces capacités semblent être un peu meilleures chez les enfants contrôle que chez les enfants dyslexiques. C'est significativement différent. Il y a un effet statistique. Maintenant, ce que je vous montre, c'est la durée des mouvements et la qualité de l'imagerie. Je commence avec la durée. Vous avez ici donc la durée des mouvements. Et cette durée de mouvement, elle a été inférieure pour les enfants contrôle par rapport aux enfants dyslexiques. Et cette fois, attention, il ne faut pas se tromper, entre noir et blanc, c'est plus capacité d'imagerie visuelle ou kinesthésique, c'est pas ça. Là, ce sont les mouvements qui sont réalisés, c'est le temps de mouvement. Et donc, ce sont soit des mouvements qui sont réellement réalisés, donc les enfants ont réellement fait les pointages, soit ils se sont imaginés faire les pointages, donc ils se sont imaginés bouger leurs mains de la cible de départ vers les cibles distales, revenir, ainsi de suite. La même séquence de mouvement, plusieurs fois, hein, bien sûr, c'est toujours enregistré plusieurs fois, ça. Et donc, on enregistre le temps nécessaire pour soit réaliser le mouvement pour de vrai, soit pour l'imaginer, pour réaliser le mouvement mentalement. Et ce temps, vous voyez, il était plus faible pour le groupe contrôle que pour le groupe dyslexique. Et puis, à chaque bloc, à chaque séquence de mouvement, il était demandé pour les mouvements mentaux, il était demandé une question en fait, qui permet de grader, de quantifier à quel point l'imagination était facile à réaliser. C'est un peu similaire au résultat précédent que je vous ai montré, c'est un autre type de questionnaire, très rapide à réaliser entre deux séquences. Et il a été observé, rapporté, que les enfants contrôle semblaient, en tout cas, c'est ce qu'ils ressentaient, avoir une meilleure capacité à s'imaginer le mouvement par rapport aux enfants dyslexiques. Donc maintenant, le résultat principal de cette étude, sur laquelle l'étude finalement était basée, l'hypothèse de départ, ça c'est le résultat des enfants contrôle. Ce que vous avez ici, c'est l'indice de difficulté que je vous ai présenté tout à l'heure, le plus difficile au plus facile, et puis la durée du mouvement. Et vous avez en noir les points qui correspondent à la durée pour réaliser le mouvement réellement, et puis en blanc, la durée quand l'individu s'imagine réaliser le mouvement. C'est-à-dire qu'il appuie sur un chronomètre quand il démarre ce mouvement mentalement, et puis il appuie quand il termine ce mouvement mentalement. Et comme c'est une séquence de plusieurs mouvements, certes, appuyer sur un chronomètre, c'est pas ce qu'on fait de plus précis, mais si c'est sur une séquence qui contient plusieurs mouvements, ben finalement, l'erreur de mesure elle devient extrêmement faible par rapport à la durée qui est totalement enregistrée. Alors, en tout cas, ce qui a été déjà observé de très nombreuses fois dans la littérature, c'est que plus un mouvement est difficile, plus il est lent. C'est ce que vous voyez ici. Sur la gauche, c'est plus difficile que sur la droite. L'indice de difficulté est plus élevé. Et donc, la durée de mouvement est plus lente. Ça, c'est connu, c'est classique. Et puis, une autre chose, c'est que pour les mouvements imaginés, on a le même effet. Plus un mouvement est difficile, plus il est lent. C'est-à-dire que quand on s'imagine un mouvement, quand on se simule mentalement réaliser un mouvement, on tient compte des paramètres de la tâche, donc de la difficulté à la réaliser, la taille des cibles, l'espacement, les mouvements et autres. Et je vous rappelle qu'il y a des études qui ont montré, des études par exemple d'imagerie par IRMF, qui ont montré que quand on imagine faire des mouvements ou quand on les réalise, eh bien, les activations de notre système nerveux, de notre cerveau, sont très similaires, assez similaires. Pas exactement les mêmes, mais c'est très très proche. Donc, c'est pas juste du folklore, cette imagination du mouvement. Et donc ces résultats, ce type de résultats, avec ce qu'on appelle une imagination du mouvement qui respecte la loi de Fitts, donc une congruence entre le temps du mouvement imaginé et le temps du mouvement réalisé, eh bien, il y a de nombreuses études qui l'ont étudié, à la fois dans le cadre d'individus contrôle, c'est-à-dire sans troubles, et d'individus qui avaient des troubles neurologiques. Et il est maintenant
admis, considérer que ce type de résultat est un bon marqueur d'un système sensorimoteur et cognitif qui est, qui est développé normalement, qui n'a pas de trouble neurologique. Chez les enfants dyslexiques, vous voyez tout de suite le résultat. Eh bien, pour les mouvements réels, on retrouve quelque chose de très similaire aux enfants contrôle. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure dans les premiers graphes, les mouvements sont un peu plus lents. Hein. Vous le retrouvez ici, par exemple, ce point-ci, là, pour la boîte de difficulté le plus élevée. Il est un peu plus lent que chez les enfants contrôle. Mais la pente de la courbe, ce qu'on appelle la loi de Fittes, c'est-à-dire la relation qui existe entre la durée du mouvement ici et la difficulté de ce mouvement, eh bien, elle est respectée. Par contre, pour les mouvements imaginés, ben, vous voyez, cette pente de courbe, elle est presque inexistante. Il y a une durée de mouvement imaginée qui est à peu près la même, peu importe la difficulté du mouvement. Et ça a été évalué statistiquement et ça ressort très différent entre les deux groupes. Alors, je vous passe ici le tableau de résultats, mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller consulter la publication. Vous aurez tout ça avec beaucoup de détails ou à me poser des questions dessus, bien entendu, il n'y a pas de problème. Et ces statistiques, elles ont montré qu'il existait donc divers effets, des effets répétés qui n'existaient pas pour la pratique mentale chez les enfants dyslexiques. Et la comparaison entre les groupes eh bien, montre les différences entre les deux groupes. Donc, pour conclure sur tout ça, c'est ma dernière diapo. Alors, la conclusion de cette deuxième étude, c'est que la représentation mentale des mouvements, elle est altérée chez les adolescents dyslexiques. Je vous rappelle l'idée, la théorie motrice du langage qui propose que finalement, les capacités motrices ou sensorimotrices, elles peuvent avoir des répercussions sur le langage et potentiellement sur la compréhension du langage et potentiellement sur la lecture. On a vu dans la première étude que l'acuité proprioceptive était diminuée. Et donc, ces résultats de ces deux études supportent fortement, très bien, l'existence de troubles sensorimoteurs dans le cadre de la dyslexie. Alors, bien sûr, il y a des études qui doivent être réalisées pour confirmer tout ça et pour continuer aussi à étudier de plus en plus précisément, de manière de plus en plus profonde, d'où peuvent provenir ces troubles, puisque, comme vous l'avez vu, les échantillons ne sont pas énormes, mais encore une fois, avec ce type d'expérience, et ce qu'il faut considérer, c'est la variabilité associée aux mesures. Hein. Bien sûr, quand on fait des expériences où on va finalement collecter des mesures a posteriori qui ont été réalisées pour telle ou telle raison, ou alors prendre des mesures avec des outils qui sont assez peu précis et donc qui vont engendrer beaucoup de variabilité. Mais il va falloir avoir des échantillons très importants pour espérer faire ressortir un effet, si tant est qu'il existe. Quand on réalise des expériences avec des protocoles, des paradigmes expérimentaux qui sont beaucoup plus contrôlés et des outils expérimentaux d'enregistrement et d'analyse qui sont beaucoup moins variables, bien, bon, ça prend plus de temps, mais d'un autre côté, on peut tirer des conclusions avec des échantillons qui sont plus faibles. Et pour terminer, je veux souligner que du coup, l'existence de ces troubles sensorimoteurs, ces résultats que je vous ai présentés ici, ils motivent finalement les chercheurs à continuer à étudier ces troubles. Je pense qu'il y a de multiples intérêts à l'étude de ces troubles sensorimoteurs. Alors, bien évidemment, clairement, ça permet de comprendre encore un peu plus la dyslexie, comprendre un trouble, quel qu'il soit, c'est forcément progresser vis-à-vis de son futur traitement. Ils permettent d'envisager des traitements, ou en tout cas de tester des traitements innovants. Alors, vous avez bien sûr, Sensoridis, quand même, vous avez parlé du traitement proprioceptif. Eh bien, ces résultats qui démontrent pour la première étude clairement un trouble proprioceptif, ça c'est très précis, hein, le type de paradigme et de mesures qu'on a réalisées. Et puis pour la deuxième étude, un trouble un peu plus sensorimoteur, un petit peu plus, qui va inclure, ils ont plus de structures différentes. Eh bien, ces résultats, ils supportent, ils apportent un peu de preuves scientifiques quant au fait que tester ces prises en charge proprioceptives, eh bien, c'est pas complètement insensé comme on peut l'entendre parfois. Et puis, troisième raison, c'est des raisons diagnostiques. Il y a dans divers domaines, diverses pathologies cognitives, si je peux dire. Je n'aime pas beaucoup ce terme, mais
souvent comme ça que c'est présenté. Quand on parle de pathologie cognitive, on pense à la maladie d'Alzheimer, par exemple, on pense à l'autisme, voilà, une série de, de pathologies qui ont des retentissements cognitifs importants. Eh bien, ces dernières années, il y a plusieurs études qui ont montré que quand on étudie, quand on s'intéresse à la fonction sensorimotrice dans ce cas de ces pathologies, on arrive à détecter ces pathologies beaucoup plus tôt que ce qu'on est capable de le faire avec des tests cognitifs. Alors, on pourrait en débattre, on pourrait en parler pendant des heures quant à pourquoi, il y a peut-être des raisons quant au fondement de l'existence du système nerveux et pourquoi il a été créé au départ, mais je ne vais pas m'étendre dessus, en tout cas pas tout de suite, si ça vient dans la question, on pourra en parler. En tout cas, si c'est peut-être simplement dû au fait que les mesures cognitives, c'est toujours assez difficile à réaliser et elles sont souvent plus bruitées, ces mesures, que des mesures motrices ou sensorimotrices. On sait très bien euh, tester le système sensorimoteur de divers individus et donc on peut avoir, comme je l'ai montré par exemple ici dans ces recherches, avoir des résultats qui seront peu variables et qui vont permettre eh bien, finalement de détecter, d'objectiver plutôt l'existence d'un trouble ou d'une différence. Donc, à mon avis, il y a tout intérêt à continuer ces études sur la sensorimotricité pour diverses raisons qui vont de la compréhension à la possibilité de diagnostiquer peut-être plus tôt en passant par le traitement. Voilà, j'arrêterai là. Je vous remercie pour votre écoute.